Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Des tortues arborigènes jusqu'à New York, en passant par Paris, retrouvons dans ce numéro l'univers de Sylvie Fracas, peintre d'architecture, mais pas seulement. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour tout le monde. J'ai l'impression, Sylvie, que finalement c'était peut-être une chance de ne pas être passée par les écoles d'art. Parce que t'as pas été formatée et du coup c'est pur jus, je dirais. Ouais. Ouais. Et maintenant j'assume. Alors non, très vite quand j'ai vu que ça se combinait pas dans la forme la plus classique, mes études n'allaient pas être des études artistiques, que ma fréquentation n'allait pas être des gens artistiques. Très vite je me suis dit tant pis, je vais le faire à ma sauce. Je vais y aller moi-même. Et en fait avec l'âge, je me dis qu'effectivement c'est une chance. Parce que c'est du pur jus, c'est moi. C'est à l'heure où c'est les Star Academy, c'est tout le monde est pareil. Même chez les artistes, finalement, on retrouve les mêmes tableaux pareils, on retrouve les mêmes mouvements, les mêmes. Pour moi, finalement, c'est une chance. D'abord, ça m'a donné 20 fois plus de force. Parce que je dis, moi, je vais le faire, je vais le porter, je vais y aller. Par moment, il y a eu un complexe. Parce qu'on voit des fois des CV qui sont impressionnants chez certains artistes. Jusqu'au jour où je me dis, mais moi le CV, je ne suis pas dans un bureau. J'en ai rien à faire du CV. D'abord, je peins pour moi. C'est une nécessité, c'est ma façon de m'exprimer, c'est mon voyage. Il se trouve que plus moi je me fais plaisir et plus je voyage, plus j'arrive à exprimer tous ces voyages dans ma tête, finalement plus je vends. Et plus j'apporte du plaisir, parce que c'est toujours du bonheur. Les gens qui achètent de l'art, normalement, c'est du bonheur. On n'est pas dans des investissements, là. C'est pas les banques qui achètent des tableaux pour mettre dans des coffres forts. On est dans de l'achat-plaisir, malgré tout. Et alors, quels sont les sujets que tu as commencé à peindre ? Comment c'est venu, cette inspiration ? Par quel bout tu as pris les choses ? Alors, c'est pas évident. L'inspiration, c'est un exercice. Certains artistes, j'imagine, c'est flagrant. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, au départ, j'ai commencé bêtement par des petites commandes il y a plus de 16 ans. Des petites commandes non, il y a plus de 16 ans. Des petites commandes de maisons de vacances, des choses comme ça. Et puis, ce qui m'a fortement inspirée, c'est les voyages. J'ai eu la chance, entre autres, de partir en Australie, de faire plusieurs voyages en Australie, de voir des œuvres faites par des aborigènes, de voir une nature boostée en couleurs. Et ça, quand je suis revenue, ça a été vraiment flagrant dans un changement artistique. J'ai commencé là à faire des tableaux très très colorés, saturés en couleurs. Des rouges, des bleus, des oranges, des jaunes, et peindre beaucoup de choses d'inspiration aborigène, mais pas en préservant les couleurs que eux utilisent, qui sont des couleurs de terre magnifiques, mais c'est leur culture, c'était pas la mienne. Moi, j'ai finalement fait ça à ma sauce.
Donc des tortues aborigènes, des poissons aborigènes, tout ça très très coloré. Ça a été vraiment là, il y a vraiment eu un changement. Et d'un seul coup, j'ai dit, bah oui, voilà. Alors, il y a deux facteurs. Il y a l'idée. La création, c'est d'abord l'idée. L'imagination, ça, c'est dans la tête. Après, c'est toujours facile de copier. Mais il y a quand même, au départ, qui lance l'idée. Et puis, après, il y a la réalisation. Et il est vrai que dessiner en soi une tortue avec des points, il y a rien de vraiment difficile. Non, mais il faut être honnête, un enfant peut le faire. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est l'association des couleurs, si elle est heureuse ou pas. Mais il y a des enfants qui sont encore pleins d'imagination, qui ne sont pas encore formatés, qui ont des possibilités énormes à ce niveau-là, donc qui sont capables de faire des choses magnifiques. Mais moi, en tout cas, j'ai eu besoin de me battre pour prouver ma légitimité. Je vends très peu dans les galeries. Les gens que je rencontre se plaignent parce que à chaque fois c'est trop compliqué ou c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Il faut dire la vérité aussi. Ils rentrent dans une galerie, ils osent pas y rentrer parce qu'ils pensent on va leur faire comprendre qu'ils n'y connaissent rien. On se permet de mettre de côté plein de personnes sous prétexte qu'on juge à leur place qu'elles sont pas dignes, aptes à apprécier l'art. Mais c'est ridicule. Et ça en devient ridicule et fatigant. D'autant que l'art, c'est une histoire de rencontre. Bah, bien sûr. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire. J'en reviens, moi, à l'espace. L'espace de la ville, New York, et après après, on se lasse un peu quand même. Toujours peindre la même chose. Moi, je suis quand même une personne très urbaine. Je grandis en ville, donc ça, j'aime beaucoup la ville. Et puis, évidemment, quand on aime voyager, on s'imprègne des ambiances. Chaque ville a sa propre ambiance, chaque pays. On change de personnalité quand même, on découvre des facettes de soi-même suivant la ville dans laquelle on est, et même parfois dans les quartiers, des quartiers différents. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Paris est arrivé un petit peu par hasard. Paris a toujours été une frustration au niveau de la peinture, parce que moi, les seuls tableaux que je voyais de Paris, c'était les peintres de Montmartre. Quand j'étais très petite, j'étais en admiration, mais j'avoue que plus tard, j'ai commencé à dire, mais alors ça pour l'accrocher, c'est compliqué. Dans certains environnements, c'est simple, mais moi, par exemple, dans la décoration que j'aime, je peux pas l'accrocher, ça va pas du tout. Parce que moi, je reste quand même assez classique, c'est-à-dire que mes tableaux, ils sont faits pour être accrochés sur les murs. Donc, si ça va pas avec les meubles, si ça va pas avec l'architecture qui entoure c'est compliqué. Et Paris, je n'arrivais pas à trouver une façon de le peindre qui soit moderne, qui soit très contemporaine. J'aime qui soit de mon temps, finalement. New York était beaucoup plus simple à ce niveau-là. Finalement, c'est très simple de rendre... New York est branché de toute façon, donc voilà. Et je me suis... puis d'un seul coup, ça a été le déclic. J'ai eu des demandes, Paris, par des étrangers qui vivaient à Paris et qui voulaient ramener des souvenirs de... C'est ça, en fait. Ils me disaient, mais tu peux pas nous peindre un Paris, mais comme tu peins les New York. Ah, j'ai dit, ouais, ça c'est... Voilà. Et j'ai réfléchi pendant longtemps. Là, je me suis vraiment mis ça en objectif et une certaine discipline quand même. Et j'ai réussi à un moment donné à me dire, ah oui, mais alors, c'est formidable, les toits de Paris, c'est quand même unique. Et c'est beau, les toits de Paris. Quand on se lève le matin, qu'on est au 6e étage d'un immeuble haussmannien, qu'on ouvre la fenêtre et qu'on regarde tous ces toits avec le Sacré-Cœur tout au bout, c'est magique. C'est vraiment beau. Et d'un seul coup, je me suis mise à percevoir Paris différemment. J'ai plus du tout eu dans ma tête ces tableaux de Montmartre. J'ai eu, moi, ma vision du Paris, du titi parisien, quoi, la vie de Paris, ce que c'est vraiment Paris. Et j'ai commencé à peindre Paris au couteau, ce qui n'était pas évident, parce que c'est beaucoup de rondeur quand même par rapport à New York. C'est beaucoup de subtilité. Et j'ai commencé à peindre Paris comme ça. Au départ, un petit peu contrainte, entre guillemets. Enfin, c'était la réponse à une demande qui m'a forcée à me dire, bon, il faut quand même que je trouve une solution. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre Paris, surtout les toits de Paris. Voilà, les toits en zinc, les dômes, les machins, les cheminées rouges, c'était ces contrastes de couleurs, une palette bien différente. Et puis au fur et à mesure, c'était de retranscrire cette ambiance. Parce que voilà, qu'est-ce qui fait l'architecture ? Enfin, l'architecture, elle est là, mais mise les bâtiments, mis les uns à côté des autres, on construit une ville, et puis on construit une ambiance. Et les gens, les personnes, les habitants, dans cette ville, ils vont vivre d'une certaine façon
parce que l'architecture, elle est d'une certaine façon. Et d'un seul coup, tout ça, encore une fois, ça apporte de l'émotion. Et là, voilà. Et moi, je construis ma bulle. Et quand je peins Paris, j'ai ma bulle parisienne. C'est les couturiers, parce que j'ai cet esprit. J'ai grandi un peu aussi autour de ça. Donc les grands couturiers parisiens, la vie parisienne, c'est Fantomas, c'est tout ça, c'est les lampadaires, c'est les bords de Seine. D'un seul coup, je crée mon univers. L'architecture me renvoie une émotion. Donc c'est très très important pour moi que les constructions dans les villes ne partent pas trop en live, que ça reste quand même esthétiquement beau, parce que c'est important pour les personnes qui y vivent. Quand vous vous mettez à construire un immeuble hideux au milieu d'une belle avenue, vous foutez en l'air l'avenue. Donc c'est pas anodin, hein, et c'est plein d'émotions. Et quelque part, le street art, hein, moi je fais pas du street art parce que je sais pas faire et puis c'est pas dans ma vie, mais ça répond à ça. C'est toujours une réponse à l'architecture qu'il y a autour. Oui. Hein, Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tes représentations de New York, t'es souvent en pied. Oui. Et t'es dans la perspective. Exactement. Et l'écho à Paris, il est sur les toits. Exactement. Hein? Et en fait, ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'on a l'impression que tu as fait un retour. Je crois que tu as peint New York, repeint New York il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, j'adore, c'est un diptyque. Ouais. Hein. Ouais. Et en fait, du coup, tu t'es mis en pied rue de Rivoli. Ouais. Et du coup, il y a un va-et-vient comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. C'est bien que tu l'aies vu, je suis contente. Mais il faut faire des belles choses. Moi, ce qui me chagrine, c'est quand effectivement, on va construire un immeuble. Je sais pas, là, comme ça, dans ma tête, j'ai un souvenir vers Bercy. Construisent des choses, c'est abominable. Enfin, on est sur du promoteur immobilier qui fait de la rentabilité. J'y passe très très peu parce que du coup, je n'aime plus du tout. Ça me mine. Et forcément, alors l'architecture a une responsabilité énorme parce qu'une fois que ça va être fini, ça va être un lieu de vie ou un lieu de travail, ça dépend. Mais l'ambiance, elle va en découler. On a une responsabilité. Et moi, quand je peins mes toits de Paris, par exemple, c'est l'avantage de la peinture. Alors maintenant, on peut aussi avec le numérique, enfin avec Photoshop et plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand je peins Paris au niveau des toits, je croise plusieurs photos. Je modifie les vues. Parce que même si la tour Montparnasse a son histoire et elle a sa place maintenant, on va pas l'enlever, ils vont pas vouloir en plus, donc je crois pas, c'est mal parti. Ils vont pas être d'accord, donc on va s'adapter. Mais il y a beaucoup d'immeubles dans le 13e arrondissement en vue comme ça, hein, quand on regarde, c'est pas très beau. Moi je les efface et puis je mets autre chose à la place. Je m'inspire d'autres bâtiments parce que esthétiquement, mais là c'est esthétique, c'est à mon goût, mais après tout je fais ce que je veux, c'est mes tableaux. Je modifie. Tu connais Chicago, je crois. Oui. Et tu n'as pas encore représenté? Tu as envie? Tu y viendras peut-être? J'ai envie, mais je ne l'ai pas encore fait. Ouais. Mais j'ai très envie parce que c'est une belle ville. C'est vraiment une ville qui mérite d'être visitée. C'est une ville très agréable pour y vivre. Ce lac, justement, mais finalement qui ressemble beaucoup plus à un bord de mer. Ouais, complètement. C'est incroyable. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça avant, donc ça crée une ambiance particulière. Ces grands parcs qu'il y a au milieu qui sont complètement intégrés à la ville, avec des belles sculptures et architecture. Ils ont fait ça très très bien. C'était le Millennium Park, par exemple. Ils ont fait ça pour l'an 2000. Ils font des festivals du blues là-bas. On vient avec son panier à pique-nique. On s'installe sur l'herbe et on écoute du blues toute la journée. C'est fantastique. C'est franchement... Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est l'échelle de la ville, qui est à la fois... On parlait d'horizontalité et de verticalité en opposant Paris et New York, mais là, du coup, Chicago, elle est les deux à la fois. Exactement, elle est les deux. Oui. Il y a pas ce côté vertical de New York. C'est présent, mais quand on est au pied dans le loop, en fait. Oui. Mais en même temps, les places sont aérées. Oui, puis le loop est très petit.
Finalement, le Loop est très petit. Non, mais par rapport à toute la ville, le Loop est un passage. D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un courant d'air à cet endroit-là. C'est bizarre. Mais le Loop, finalement, est assez petit. On n'y reste pas parce que il y a rien à y faire. On voit les gens qui travaillent. Il y a quelques sandwicheries au pied. Mais on a plutôt tendance à se diriger très, très vite vers la Michigan Avenue, qui, là, est beaucoup plus large, très fleurie. Très très fleuri, très propre. Enfin propre, je veux dire, ils ont vraiment fait ça. C'est soigné, c'est beau, c'est beau. Et les immeubles, les architectes, ils ont fait ça bien. Ah bah oui, ils ont pris. C'était une sacrée école. C'était une belle école. Et comme quoi. On peut faire du contemporain en mélangeant mélangeant des styles très très différents. Complètement. Il y a eu des immeubles qui ont survécu à l'incendie, donc qui eux sont très très vieux. Mais les premiers, oui, ils sont encore là et ils ont réussi malgré tout à construire autour du moderne tout en respectant l'ancien. Et là, on est dans quelque chose qui visuellement est très beau et très agréable. Alors ils ont fait quelques tours, les noirs, là, la Sears Tower. Qui est vraiment au bord. Qui était la plus haute du monde pendant un certain temps, qui a eu le record pendant, je crois, elle a été livrée aux alentours des 74, il me semble. Oui, ça donne les identités visuelles de la ville. On a besoin de ça. Bon, voilà, c'est englobé. Après, on est dans une architecture américaine, donc c'est moins choquant qu'en Europe. En tout cas, je verrais pas ça à Rome, ni à... Moi, je suis allée à Chicago juste avant la fermeture de l'EPA de Saint-Quentin, de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc avec les salariés de l'ex-établissement public. Et je me rappelle d'une urbaniste. On arrive de l'aéroport, on monte à la tour John Hancock, et elle se penche et elle dit « Oh, une dent creuse !» Comme si c'était incroyable d'avoir une dent creuse dans le tissu urbain, alors que là-bas, ça ne nous gêne absolument pas. Et eux, leur première, l'urbanisme français, dans ces gestes, reste malheureusement assez enfermé dans ces schémas. Oui. Voilà. Oui, c'est surprenant, alors qu'on devrait être plutôt dans l'ouverture totale et le souci de la qualité et de l'esthétisme. Et parfois, je trouve qu'ils passent beaucoup trop de temps à être sectaires ou fermés sur la création, et puis un peu plus laxistes sur la qualité de la réalisation. Oui, on devrait parfois être un peu plus... tu parlais tout à l'heure des façades, je voyais très bien ce dont tu voulais parler à Maison Laffitte, des façades qui vieillissent très mal, avec le temps, qui réagissent mal au temps, alors qu'on a des immeubles très anciens qui, eux, sont encore très très bien. Bon, je trouve quand même que c'est dommage qu'à notre époque, on ne soit pas un peu plus exigeant sur ça, parce que maintenant, on devrait se... Je veux dire, à l'époque, avec les contraintes techniques qu'ils avaient, qui étaient quand même... C'était dur, et les années 1900, nous maintenant on a une technologie qui pourrait nous permettre d'avoir ce luxe de dire on va faire des choses qui vieillissent bien. Enfin là d'un seul coup je repense aussi à l'Opéra Bastille. Non mais ça c'est encore autre chose. Moi il faut qu'on m'explique. Oui, surtout que ça a coûté très cher in fine. Mais en plus. Bon. Mais je crois qu'il y a une indigence, un manque de culture architecturale qui est indéniable et on voit partout. On devrait enseigner l'espace aux enfants. Tout à fait. Alors, il y a quelques efforts de fait, mais en même temps, on a le commun des mortels a une perception très, très appauvrie de l'espace urbain et de l'architecture, sans rentrer dans aussi le snobisme et la fracture de deux mondes entre le commun des mortels et le délire, entre guillemets, de l'architecte. Oui. Ou le rêve de l'architecte. Ça se fait très très rarement et c'est dommage. Et je pense que dans ta peinture justement, ce qui est formidable, c'est que peut-être que tu apprends aussi à regarder la ville. Ah mais moi j'ai changé complètement ma vision. J'ai découvert des choses. Alors ça c'est génial quand on apprend en plus. Enfin moi. Mais tu apprends aux autres surtout. Tant mieux. Mais j'apprends en même temps qu'eux. Je pense que l'architecture souffre un petit peu de la même maladie que l'art. Il y a cet élitisme. Ah ben non l'architecture moi, les gens vont pas oser. On démocratise pas assez, il faut un petit peu vulgariser la chose. C'est normal qu'un architecte, je pense, soit un petit peu farfelu. Ça fait partie de ses qualités. Après, il a une sacrée responsabilité quand même. Il a mais il a fait, lui, normalement, il a fait les études pour ça.
Normalement. Et puis à côté, il y a d'autres corps de métier qui sont là pour un petit peu vérifier les choses. J'imagine, moi j'y connais rien du tout. Je suis pas architecte, donc mais je trouve que c'est normal qu'au niveau de la conception de l'idée, il y ait un truc complètement farfelu, un geste. Qu'après on dise bon, maintenant calme-toi, on va faire un truc maintenant qui va pouvoir tenir sur terre. Voilà, mais surtout après, toujours la même chose, de garder ça d'une façon élitiste, de ne pas parler avec les enfants, de ne pas faire des visites là-dessus, de ne pas expliquer, parce que ça aiderait à améliorer l'identité visuelle des villes. Et même le respect des villes. Enfin, moi, depuis que je peins Paris, et je le dis à mes enfants aussi quand on se balade, regardez les toits, regardez les fenêtres comme c'est beau, regardez les sculptures, regardez cet immeuble, il est complètement différent de l'autre là. Enfin, moi, je faisais ça avec des ingénieurs qui étaient parfois en fin d'études. J'apprenais à ces ingénieurs à entre guillemets, dater, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment la ville s'est construite en sachant identifier les différentes époques, etc. Et en fait, on apprend énormément. Le regard évolue et on devient, je dirais, plus fin. Ben oui. Dans sa manière d'aborder les choses. Oui, on n'a pas besoin de tous être des architectes. Non. Mais en apprécier la valeur, apprécier les bâtiments. À Paris, il y a du Art déco, il y a le Marais, il y a Haussmann. À côté de ça, on va voir la Défense qui est à proximité. Même l'Opéra Bastille a son intérêt en soi. Tout a un intérêt. Sylvie, comment vivre une carrière de peintre en tant que femme et de mère de famille aussi? Bah, comme toutes les autres femmes, tous les autres métiers. Voilà, c'est fluide, ça coule. Ouais, c'est peut-être quand même un peu plus facile. Non, faut batailler quand même, parce que la difficulté, quand on travaille dans un bureau, on est géographiquement à l'extérieur de son habitat. Donc on arrive à séparer les deux environnements, on a sa vie de femme professionnelle, généralement on est plutôt bien habillé. Et voilà, puis on rentre et là on jongle avec la vie de famille, la cuisine, les courses, tout le tralala. Voilà, donc ça, la difficulté en tant qu'artiste, c'est que moi, mon atelier, il est chez moi. Donc je ne sors pas. Enfin, c'est un métier assez. On est seul. La création, on est seul. On est dans son atelier. On peint, on réfléchit, on repeint. C'est beaucoup de solitude. Alors quand on a la chance de sortir comme aujourd'hui, on est très content. Et puis on va se dire, quand on commence à avoir un travail où de toute façon on va se salir, mais on va pas mettre ses beaux vêtements. Ça m'est arrivé, je l'ai regretté. Donc voilà, on vit toujours à l'intérieur quand même. Donc c'est à la fois bien parce qu'on peut gérer si un enfant est malade, on peut aller le chercher à l'école. Enfin, c'est plus facile, il y a ce confort. On n'est pas obligé de poser des jours de congé pour enfants malades. Enfin voilà, tout ce qu'une femme doit gérer dans la vie quotidienne quand elle travaille. Donc il y a cette facilité quand même. C'est pas négligeable. Mais à côté de ça, on a sa vie professionnelle qui est complètement exposée à son entourage proche. Et forcément, ça peut être soumis à critique. On a ces enfants qui vont rentrer dans l'atelier. « Ah, ça j'aime pas, ça j'aime, ça... » Non, tu ne dis rien. Tu regardes éventuellement, mais tu ne dis rien. Je suis en train de créer. Je ne veux pas d'avis extérieur. Non, mais c'est vrai. C'est pas que c'est pas forcément justifié, mais il faut pas que ça interfère avec le processus de création. Donc c'est pareil avec le conjoint. Le conjoint rentre, il va vouloir regarder. Et il a très envie de dire quelque chose. Et c'est normal. Mais on ferait pareil. Enfin là, il se trouve que comme c'est visuellement très, très encombrant, on peut pas le cacher dans l'atelier est là. Les gens veulent donner leur avis. Ça peut être aussi des amis qui viennent dîner le soir et qui vont regarder. Donc, il faut se préserver. Écouter les avis des gens, les critiques, mais en même temps préserver sa créativité à ce moment-là. On jongle un petit peu avec tout ça, mais finalement, je trouve que par rapport à toutes les femmes qui travaillent, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. La différence, c'est on travaille chez soi ou pas. Même combat. Oui, même combat. On est toutes pas même combat. Rien d'exceptionnel. Non, rien d'exceptionnel. Non. Faut juste être un petit peu. Il y a quand même pas mal de manutention à faire
faire quand on est... Oui. oui, non, Alors mais justement, ça c'est... alors quelle perche les formats. Ah oui, les formats. Les formats, moi j'ai commencé avec des tout petits formats, 30 par 30 cm, des petits carrés, voilà. Et très très vite... T'as pris ta place. Ah oui, oui, Ouais. là je suis à 1,50 m, 2 mètres. Ouais. Mais c'est génial. Mais c'est physique, hein, c'est très physique parce que je disais tout à l'heure en rigolant la manutention, mais il faut aller acheter ses toiles. Donc effectivement, sur du grand format, il faut les porter, il faut les mettre dans le camion, dans la voiture. Quand on va exposer, on fait les marchés de l'art, on a une installation, il faut très très vite, alors on se gare en double ou triple fil, en warning, on enlève, ça, les artistes ils font tous ça, hein, on enlève ses toiles, il faut faire attention de ne pas les abîmer, donc il faut qu'elles soient bien emballées, on les accroche, il faut grimper sur un petit escabeau, là, quand on a le vertige c'est casse-pied, planter son clou, machin, mettre le truc électrique, enfin tout ça c'est très très physique, hein, et voilà, et donc les toiles maintenant sont devenues très grandes et plus ça va, plus c'est grand. Ouais. C'est beau grand. À Ouais. peindre, c'est du plaisir parce qu'on écarte grand les bras comme ça, on fait des grands mouvements, on peint, on est dans sa toile, quoi. Ouais. Moi maintenant, je n'arrive plus à peindre sur du petit format, je me sens à l'étroit. Je dis mais je suis obligée là, c'est tout petit, c'est pas. Il y a des artistes qui font de magnifiques choses, Oui. mais finalement, moi, je me suis très très vite plus dans du grand format. Oui. Et l'urbain, c'est beau quand c'est grand. Peindre un Paris sur un tout petit format, ça va rien rendre du tout. On va pas du tout se croire dans la ville. Les perspectives des rues, elles n'ont d'intérêt que quand on est sur un grand format, parce qu'on accroche ça dans son salon et on a une fenêtre qui s'ouvre sur son mur. Et d'un seul coup, on a une vue sur la rue de Rivoli, hein, pour pas cher finalement, parce que on peut vivre loin, loin, loin de Paris tout en ayant l'impression d'être rue de Rivoli. Non, donc le grand format, j'aime bien, moi. Bon, je crois qu'effectivement, il y a une osmose en tout cas. Et donc, tu parlais de la couleur. Il y a une croisée entre les émotions que t'apporte un environnement ou un sujet et la couleur. Oui. Oui, c'est ma bulle. Dans toutes tes séries, il y a toujours un rapport à la couleur qui est... C'est le prétexte. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, je ne reste pas sur un seul thème. New York a sa palette de couleurs. Paris a sa palette de couleurs. On est en pierre de taille, les toits en zinc, les cheminées rouges. New York est plus bétonné. Quand je fais aussi de l'abstrait. Donc là aussi, là je suis complètement libre en couleurs. Quand je peins la mer, ou là je commence une série qui est plus axée sur Miami et Los Angeles. Donc là on va vraiment partir sur des couleurs que je ne peux absolument pas mettre dans New York et Paris. Donc du rose, du turquoise. Donc je cherche à chaque fois j'ai un manque à un moment donné de couleurs. Enfin, je veux changer de palette, donc il faut que je me trouve un autre environnement pour apposer mes couleurs. C'est vrai que c'est le prétexte. Et ma série des voitures est aussi un prétexte. Bon, j'aime beaucoup les courses automobiles. Les courses automobiles, Le Mans, tout ça. Ouais. Les vieilles voitures comme ça. Et c'est toujours très, très coloré. Les Ferrari sont rouges et parfois c'est un rouge orangé. Et là aussi, donc du coup, je m'en sers comme prétexte pour mettre mes couleurs. Et moi, c'est mon environnement. Hein. Mon New York à moi a vraiment une palette particulière qui correspond une fois de plus aux années 60. J'aime beaucoup les couleurs de l'époque, même en termes d'ameublement, enfin de design. Je trouve que on les reprend d'ailleurs en ce moment. On est à fond dedans. Paris aussi. J'adore la palette de couleurs de Paris. Et à moi, à chaque fois, je construis ma bulle autour de ça. On a plusieurs facettes. Complètement. J'ai vu une toile que tu as peint en hommage à Basquiat, je crois. Oui. Où beaucoup de choses sont réunies. Oui. Le rapport à la ville, le rapport à l'art, à la couleur. À la couleur. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Moi, j'aime beaucoup dans Basquiat, j'aime, en plus de ces messages qui finalement,
Alors là, je sais pas, je vais peut-être... Mais moi, c'est pas très compliqué, ces messages. Hein, mais j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. J'adore, je trouve qu'accrocher, c'est fantastique. C'est vraiment beau. C'est très, très beau. En plus du personnage en lui-même, qui vivait sa vie, qui a un peu brûlé sa vie. Et il y a un côté un peu autodestructeur chez... On pousse quand même ses limites jusqu'au bout. Hein. C'est un face-à-face avec soi-même, quand même, d'être artiste. Hein. Oui, mais justement, ce qui est intéressant chez toi, c'est que c'est doublé d'un... On perçoit un vrai bonheur. Et quand on regarde tes toiles, elles apaisent. Oui, parce qu'à chaque fois, elles sont le résultat d'un apaisement. J'ai la peinture heureuse. C'est comme certaines personnes... c'est comme le vin. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui vont exprimer dans leur peinture leur côté sombre, leurs idées noires, parce que je suis aussi comme ça. Hein. On a tous un côté sombre, on a tous ces moments difficiles, ces démons. Souvent, quand on touche à l'art, ça veut dire qu'on a une hypersensibilité quelque part, donc on est obligé de batailler avec ça. Mais moi, je ne peins jamais dans ces moments-là. Quand je suis comme ça, je ne peins pas, je fais autre chose. Je vais écouter de la musique, je vais voir des amis, je vais faire autre chose, voyager, voilà. Souvent voyager. Ma peinture est toujours le résultat d'un moment d'apaisement. Voilà, je vais mieux. Ah bah voilà, alors maintenant j'ai envie de peindre. On va revenir un petit peu à Basquiat quand même. Oui, il te plaît Basquiat. Hein. Oui. Basquiat d'abord, celui dont tu parles, par exemple, hein, c'est un bon gros format. Ouais. On est sur, il fait, c'est 1m20 par 1m50. Alors évidemment, on peut faire beaucoup plus grand, mais c'est... Moi, à chaque fois, mes tableaux sont esthétiques, on va dire. Hein. Il n'y a pas de message écrit dessus comme certains artistes le font, certains le font très bien. C'est vrai que moi, j'aime bien les tableaux avec des écritures. Je trouve ça joli quand c'est bien fait. Et puis, il y a vraiment des belles choses à ce niveau-là. Moi, c'est pas mon point fort. Et voilà, Basquiat, c'était un moment de trip particulier. J'étais vraiment là-dedans et j'étais en train de peindre mes New York. Et Basquiat, ça s'est imposé parce que voilà, hein, ça va avec. Et j'avais besoin de faire une pause au niveau de ma palette de couleurs de mes New York. Et j'ai parallèlement commencé mon Basquiat. Et j'avais une forme de colère, effectivement, par rapport à cette surenchère sur certains artistes, sur des prix qui flambent complètement. Et dans ma tête, je me dis, bah ouais, mais ça lui fait une belle jambe. Bah, Basquiat, il est mort de toute façon maintenant. Il peut même pas en profiter. Non, mais c'est vrai, on se dit... Alors bon, il a connu quand même le succès de son vivant, mais j'avais cette espèce de... mince, on parle beaucoup des fois d'argent sur les tableaux et on parle pas du tableau. C'est dommage. À la base, on doit parler plus du tableau, de ce qu'il inspire, même s'il ne plaît pas. C'est les mauvaises critiques, si elles sont constructives, elles sont bonnes aussi. Moi-même, je n'aime pas tous mes tableaux. J'ai des préférences, j'ai mes préférés. Il y en a que j'essaie de garder un peu plus. Il y en a que j'expose pas tout de suite, parce que je vais en profiter aussi. Et Basquiat a été ce prétexte de poser dessus ma colère. Et finalement, je te disais tout à l'heure que mes tableaux sont toujours le résultat d'un apaisement. Basquiat ne l'est pas. Basquiat était le résultat d'une colère. En disant, bah oui, mais moi aussi je suis contente quand j'ai vendu mon tableau. Alors pas au prix de Basquiat, hein, on est d'accord. Mais moi aussi je suis contente parce que ça me permet de vivre, en plus de la reconnaissance. Mais moi je suis drôlement contente quand mon tableau il a plu. Quand les personnes qui me l'ont acheté, une fois rentrées chez elles l'accrochent et elles m'envoient une photo. Elle me voilà où il est, voilà on l'a mis, on est content. Hein. Mais c'est un immense bonheur. Donc Basquiat a été ce prétexte-là, d'apposer ces petits mots, ces petites, en sachant qu'en plus il s'est détruit. Tout ça c'est destructif. L'art, on morfle, hein, on morfle. Et on morfle pas à cause forcément de la vie des autres, mais parce que soi-même on s'est tellement malmené, on a tellement poussé la sensibilité loin. Que le danger, c'est des fois de ne pas en revenir. Hein. C'est le grand bleu. À la fin, il plonge, il remonte pas. Et ça, c'est important aussi. Et il n'y avait que Basquiat, pour moi, qui pouvait l'exprimer. C'est-à-dire que même pour peindre un tableau qui paraît comme ça tout gentil, quand il dégage de l'émotion, ça veut dire que l'artiste, il a gratté.
Il a gratté au fond de lui et pour ressortir du bon, des fois, on ressort aussi du mauvais. Le bonheur, il ne vient pas tout seul. Il a besoin aussi de moments difficiles. C'est comme ça, c'est la vie. Et pour avoir de la patine, pour avoir quelque chose à dire, pour avoir, même pour être rassurant, il faut avoir vécu la difficulté pour se dire ouais, mais je peux surmonter, je vais savoir, je vais gérer, je vais me battre, je vais te montrer comment faire. Enfin, on a besoin, pour être fort, il faut avoir combattu. Oui, ça, c'est certain. Tu disais, j'en reviens à ton expression, on morfle. Je pense qu'effectivement, il y a une énergie telle, et on va fouiller à l'intérieur de soi de manière tellement forte pour en ressortir le plus de substantifique moi possible. Et effectivement, et d'ailleurs actuellement j'ai en galerie virtuelle sur le site Charlotte de Ponte Julien Beuchet, que j'espère pouvoir faire intervenir dans une prochaine émission, et j'espère qu'il t'entendra parce que il est en questionnement là-dessus. Est-ce qu'il faut continuer à peindre quand ça commence à vous dévorer, entre guillemets? Et pourtant, il va fouiller visuellement ce côté à la fois torturé et très positif, parce qu'il a aussi une représentation parfois enfantine, très différente de toi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Julien, mais si tu veux, c'est un artiste que je connais qui est effectivement dans cette problématique, mais qui reste... c'est un bonheur de diffuser sa peinture et de la donner à voir. Moi, je ne te ressens pas dans quelque chose de dramatique du tout. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des débats. Et débats. Après, c'est une philosophie de vie, c'est comment on se définit. Moi j'avais... adolescente, j'avais une idée, c'est marrant, assez précise de qui je voulais être. Et il a toujours été hors de question pour moi, même adolescente, d'être victime. Et même si je suis passée par des moments pas faciles, il faut les encaisser. Ça veut pas dire, faut pas être dans le déni de ça. D'abord, on n'a pas le choix, on les encaisse. Mais il était absolument hors de question d'être victime de ma vie. Et moi, l'art, d'abord, comme on disait en début d'émission, j'avais pas le choix. J'étais faite pour ça. Donc, alors déjà, le fait de faire ce qu'on aime, c'est un bonheur et une chance énorme. Et ensuite, moi, ça a été une thérapie. De toujours surmonter les difficultés grâce à l'art, les rencontres que je fais grâce à l'art. Parce que paradoxalement, c'est une libération. Ah bah complètement. Je suis libre. Mais c'est un combat. Mais tu l'as gagné, cette liberté. Mais toutes les libertés se gagnent. Bien sûr. La liberté a un prix pour tout le monde. Et mais oui, je l'ai gagnée. Mais je dois même moi me préserver de... On peut s'enfermer soi-même. Je ne m'enferme pas dans un style. Je m'autorise ce que je veux. Après, j'en assumerai les conséquences si ça marche pas ou si... voilà. Et puis si un jour, vraiment, ça ne m'apporte plus du tout de bonheur, j'arrêterai. Après tout, je suis libre. C'est ça qui est bien. Bon, moi, je pense que tu as encore de nombreuses années devant toi. Non, je suis pas du tout dans... Non, je suis bien. Au contraire, mais c'est bien. C'est agréable d'avoir acquis cette force. Là, j'ai une sérénité par rapport à ça. Alors, en plus, le bonheur, c'est que ça marche. Là, depuis quelques années, ça commence à être vraiment sympa. Mais ne pas s'enfermer, ne pas oublier que finalement, je suis libre. Dans mon esprit, je suis libre. Donc, de garder mes convictions, de garder ma philosophie de vie, de rester celle que j'ai voulu être, voulu devenir quand j'avais 15 ans. De quelle manière souhaiterais-tu conclure ? C'est toujours difficile le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Mais en tout cas, l'art, la peinture, moi, m'apporte du bonheur. Elle apporte du bonheur. Elle est là pour faire plaisir. Il faut pas se poser de questions. Il faut pas rentrer dans faut pas rendre la chose plus cérébrale qu'elle n'est. L'art, c'est de l'émotion, c'est pour faire plaisir. C'est comme un bon morceau de musique qu'on va écouter. Donc, il faut pas avoir peur, il faut se faire plaisir. Il faut pas hésiter à aller voir les marchés de l'art, parler avec les artistes. Tout le monde est pareil. Tu penses que dans l'imaginaire collectif, l'art est au musée plus qu'il ne vit ? Oui, en tout cas, il est aussi vivant. L'art est là pour nous
pour nous embellir le quotidien. Donc il a sa place au musée. Il y a des pièces historiques de grands maîtres qui ont leur place au musée parce que malheureusement on peut pas les mettre chez soi. Il faut les conserver de façon. Ça coûte très très cher. Et puis on est d'accord qu'on joue pas dans la même cour, donc donc elles sont très bien là-bas et c'est très très bien de se faire plaisir et d'aller les voir. Il y a des expos à Beaubourg qui sont magnifiques. Il y a le Louvre. Enfin en plus à Paris on a la chance. On a pléthore de. On a de quoi faire. Mais comme la plupart des auditeurs ne comptent pas acheter de Picasso ou à mettre dans leur salon, non mais c'est un plaisir au quotidien. Il faut arrêter de croire qu'on se sent exclu de ce plaisir. Ça fait du bien aux yeux. Et puis peut-être qu'un jour, on s'habitue et on se dit, tiens, je vais me l'acheter ce tableau parce que ça fait 10 fois que j'ai fait des expos, j'ai vu des trucs, mais là d'un seul coup ça fait tilt. Normalement on tilte sur quelque chose. Et puis après, faut pas avoir peur de demander le prix à l'artiste. Il n'y a pas de honte à demander. Des fois, ils ne sont pas affichés. La plupart du temps, ils sont affichés, mais il ne faut pas hésiter à demander le prix. Il ne faut pas hésiter à négocier un petit peu. Puis, non, mais là, on rentre vraiment dans le concret, mais c'est important. Et puis, on peut faire des paiements en 3 fois. Ça se fait. Ça se fait très couramment. Je crois qu'il faut un petit peu... c'est pas un truc élitiste. Et on est tous gagnants parce que l'art, c'est vivant. L'art, c'est au quotidien. Les artistes, ils sont contents d'exposer. Ils sont contents de vendre. Et les personnes sont contentes de rentrer à la maison avec un beau tableau, avec une histoire souvent à raconter avec. L'artiste, elles ont parlé avec. Elles ont des choses à raconter. C'est un moment de partage. Et on s'en lasse pas. Après, on regarde son tableau et on le découvre. Il y a plusieurs lectures. Avec le temps, il y a plusieurs lectures sur un tableau où on découvre des nouvelles taches de couleurs en disant « j'avais pas remarqué qu'il y avait ça au début ». Voilà. Bon, c'est une belle ouverture. Et on va se quitter avec émotion. Et... Oui. Hein, mais on va se retrouver. On va se retrouver. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.